Une chose curieuse que tu remarqueras avec les munitions soviétiques, c'est qu'elles ont un aspect un peu différent de celles de l'OTAN. Elles sont vertes, tandis que celles de l'OTAN sont d'une couleur jaune terne. Ce n'est pas une simple coloration qu'ils ont faite pour les différencier. En réalité, les douilles d'or et des deux puissances militaires historiques sont faites de matériaux différents. Celles des Occidentaux sont en laiton, tandis que celles des Soviétiques sont en acier pur. Mais pourquoi des douilles en acier? Ne devraient-elles pas être plus lourdes et inutiles pour fabriquer une munition? Pourquoi, si elles sont en acier, sont-elles vertes? Et pourquoi disait-on que ces munitions étaient empoisonnées? La réponse à ces questions nous plonge dans une guerre industrielle entre deux méthodes de fabrication des munitions, des analyses économiques et beaucoup d'histoires militaires. Alors installe-toi confortablement et bienvenue au Guns Club. En 1914 commence l'ascension de la nation la plus influente du XXe siècle, l'Union soviétique. La révolution de 1914 et l'instauration consécutive de l'Union soviétique en 1922 ont fait que le nouveau gouvernement soviétique a hérité d'une armée nombreuse d'environ 5 millions de soldats professionnels. Mais ces hommes, qui étaient en plus démobilisés, étaient en réalité très mal équipés. Dans les années 20 et 30, l'investissement militaire soviétique fut gigantesque, investissant non seulement dans la recherche militaire, mais aussi dans la modernisation et l'augmentation de la production d'armes déjà existantes. Dans les années 20, la production de munitions a également reçu un grand élan, et on s'attendait à ce que, désormais, avec les nouvelles lignes de production avancées, les coûts de production des munitions soient considérablement réduits. Cependant, à la surprise du haut commandement soviétique, ce fut en réalité le contraire. Les coûts non seulement restèrent inchangés. La raison était curieuse. L'énorme investissement dans de nouvelles industries a fait augmenter la demande et, par conséquent, certains matériaux, pas si faciles à obtenir en Union soviétique, sont devenus rares. En particulier, le cuivre et le zinc sont devenus beaucoup plus coûteux à cette époque. Le laiton avec lequel on fabriquait les munitions, aussi bien en Union soviétique qu'en Occident, était un alliage de ces deux matériaux. Leur très faible coût et leur malléabilité les rendaient idéaux pour la fabrication de munitions. Cependant, les prix des munitions en laiton en Union soviétique étaient 2 fois plus élevés que ceux de l'Occident, bien qu'elles soient fabriquées de la même manière et avec une infrastructure similaire. Augmenter la production de laiton s'est révélé plus coûteux que de chercher une alternative. Cela a poussé les soviétiques à chercher un moyen de remplacer le laiton des douilles par un autre matériau. Il y avait de nombreux candidats, mais la solution fut l'acier. Ce matériau était inadapté à la fabrication de douilles à cause de son prix, de sa difficulté de travail et d'autres inconvénients que nous aborderons plus tard. Théoriquement, il était impossible de fabriquer des douilles avec ce matériau. Cependant, la production d'acier a aussi fortement augmenté en Union soviétique à la fin des années 1920, rendant l'acier bien moins cher qu'en Occident. Beaucoup plus que le laiton. Il était donc beaucoup plus logique d'utiliser ce matériau, qui n'était absolument pas volatile, ni sujet aux fluctuations du marché pour la production locale. De même, l'Union soviétique a commencé à inclure de l'acier dans la production de munitions. L'introduction de l'acier dans la production de munitions a énormément réduit les coûts de fabrication des munitions. Au début de la Seconde Guerre mondiale, la production était encore principalement en laiton. Et le début du conflit a mis fin à toute tentative de modifier davantage le système de production. Les usines ne pouvaient s'arrêter. De toute façon, la réduction des coûts a finalement permis aux soviétiques de produire de grandes quantités de munitions à un prix relativement bas. Il y a un récit très curieux que j'ai trouvé à propos de la bataille de Koursk. À l'arrière, juste avant l'avancée des troupes, une méga salve de centaines de pièces d'artillerie et de centaines de mortiers a été effectuée pour ramollir les défenses allemandes. Le bombardement a duré 45 minutes, au cours desquelles 45 trains de munitions ont été utilisés. Chaque train comptait 60 wagons, transportant chacun entre 10 et 16 tonnes de munitions. Au total, 27 000 tonnes de munitions ont été envoyées, soit 27 fois le poids de la tour Eiffel. L'Union soviétique produisait tellement de munitions qu'elle pouvait se permettre de tels gaspillages de puissance. À cette époque, l'armée soviétique n'utilisait principalement que 2 types de munitions, le 7,62 x 54 pour les fusils et le 7,62 x 25 mm pour les pistolets et leurs fusils. Mais cela était sur le point de changer.
En 1943, l'armée soviétique voulait créer une cartouche intermédiaire pour développer divers fusils et carabines. Il s'agirait du 7,62 x 39 mm la cartouche qui serait utilisée par l'AK-47. Cette nouvelle cartouche innovante serait produite avec les nouvelles techniques de fabrication en acier. Par exemple, son projectile était recouvert d'acier, et dans les années 60, il serait le premier à avoir une douille entièrement en acier. Après la Seconde Guerre mondiale, la baisse du coût de l'acier a conduit à privilégier l'acier plutôt que le laiton pour produire des munitions. Les munitions suivantes de 5,45 x 39 successeurs, des 7,62 x 39 mm de l'AK-47 seraient également entièrement en acier. Elles pouvaient être dotées d'un noyau en acier et d'un revêtement en laiton, ou d'un noyau en plomb et d'un revêtement en acier. Toutes les munitions, quel que soit le calibre, évolueraient vers l'acier. Et de même, ce matériau s'est presque totalement imposé dans la production de munitions en Union soviétique. Et il en serait ainsi durant la seconde moitié du XXe siècle. Cependant, il existait aussi des alternatives. En plus des douilles en acier, il y avait aussi des munitions à douilleux bimétalliques, acier et cuivre. C'est pourquoi, en plus des munitions vertes, on trouvait aussi des munitions plus traditionnelles, avec des couleurs qui rappellent celles des munitions occidentales. Les armées affrontant les soviétiques considéraient des projectiles comme le 5,45 x 39 comme des munitions empoisonnées. Les Afghans, lors de la campagne soviétique en Afghanistan, inventèrent ce surnom de munitions empoisonnées. La 5,45 était bien plus dévastatrice que la 7,62 mm. La munition en acier, au lieu de se déformer, se désintégrait à l'impact dans le corps, créant des fragments comme de la mitraille à l'intérieur du corps. Étant plus dure et voyageant à 200 mètres par seconde plus vite que sa prédécesseur, elle créait des cavités beaucoup plus grandes, en particulier 44% plus grandes. En se fragmentant, il était difficile de retirer toute la mitraille du corps. Donc si tu étais soigné dans un hôpital de campagne, les infections étaient vraiment courantes. Tu avais de l'acier qui s'oxydait à l'intérieur de ton corps, le surnom de balle empoisonnée était vraiment approprié. Mais, quelles sont les différences entre une cartouche en acier et une en laiton? Laquelle est la meilleure des deux? En réalité, la différence était minime. Le poids était similaire, mais la durabilité changeait tout. En fait, le stockage traditionnel des douilles en laiton causait des ravages sur les munitions en acier soviétiques, ce qui leur donnait une durabilité très discutable. C'est pourquoi le stockage dans les années 30 a dû être très raffiné pour assurer le succès de ces munitions. Les munitions étaient stockées dans des caisses en acier galvanisé, surnommées caisses de zinc par les soldats. Par la suite, même si elles étaient peintes, le nom est resté. Ce surnom laisse penser que les caisses étaient réellement faites de zinc, mais en réalité, elles étaient seulement en acier. Aussi, les caisses, remplies d'azote au lieu d'air, protégeaient ainsi les munitions de l'oxydation. Les munitions à l'intérieur de ces caisses peuvent durer jusqu'à 1 siècle. En ouvrant la caisse hermétique, les munitions conservèrent la même durabilité que celles en laiton. Grâce à un vernis spécial, les munitions hors caisse étaient mieux protégées contre l'oxydation. Certes, moins longtemps qu'en conteneur avec azote, mais cela assurait une durabilité suffisante en combat. De toute façon, si un peloton ouvrait une caisse en acier de munitions au combat, il était très peu probable que les munitions ne soient pas utilisées à court terme. Il n'y avait jamais de problème avec ça. Tu te rappelles que je t'ai dit que les munitions étaient laquées pour résister à la chaleur et à l'oxydation? Eh bien, c'est ce vernis qui donne cet aspect verdâtre aux douilles. De nos jours, il n'est plus nécessaire de fabriquer les munitions en acier. La production de laiton est stable en Russie. Cependant, les munitions soviétiques continuent de prédominer, car leurs usines fonctionnent toujours parfaitement. Ce serait un investissement important de les adapter à la fabrication de munitions en laiton. Et de toute façon, ces munitions sont tout simplement historiques. Tu t'es déjà demandé pourquoi les chargeurs soviétiques sont oranges? Eh bien, clique sur la vidéo au centre pour le découvrir. Un grand merci pour cette vidéo et au revoir.